Le MMA est-il le sport de combat où devenir champion du monde est le plus facile? Pour son 3e épisode, Jab Culture rebondit sur un avis partagé il y a quelques années par Demetrius Johnson pour vous poser une question un peu provocatrice, mais qui va alimenter des débats. Générique. Alric, nouveau numéro de Jab Culture. Je l'ai dit en intro, j'ai posé une question un peu provocatrice quand je t'ai eu au téléphone pour préparer cette semaine. J'ai dit, je vais tester un peu mon coach de MMA, voir s'il prend le sujet qui t'a intéressé tout de suite. Pourquoi j'ai fait ce sujet? C'est assez simple, parce que j'ai vu passer une stat cette semaine qui m'a halluciné, même si elle n'est pas nouvelle et que c'est déjà arrivé dans le monde du MMA. Jasmine Jasudavicius, tu la connais, la Canadienne, qui est numéro 6 aujourd'hui dans la catégorie des moins de 57 kilos, la catégorie de Manon Fiorot, qui s'est imposée à l'UFC 315 en été dans la salle. Elle a commencé à s'entraîner au MMA à 26 ans. Elle a aujourd'hui 36 ans. Elle a commencé en 2016. Elle avait zéro background de sport de combat avant. Elle n'avait jamais pratiqué le sport de combat. Elle dit d'elle-même, à part une ou deux bagarres avec des copines dans la cour de récré, je n'avais aucune expérience dans le combat globalement. Elle est aujourd'hui top 10 mondial. Ça te paraît fou que quelqu'un qui n'a jamais commencé un sport, qui n'a même jamais touché au combat avant ses 26 ans, arrive à être top 10 mondial de la plus grande organisation de MMA de la planète? Je vais être clair, pour moi, ça arriverait dans aucun autre sport au monde. Alors oui, c'est fou, mais il faut le contextualiser à certaines catégories. C'est-à-dire que je vais donner tout de suite un exemple dans la même caté. Et elle a fait mieux que Jasmine, elle a fait une ceinture mondiale. C'est Taila Santos, qui a commencé, je crois, à 24 ans aussi, qui faisait du triathlon. Donc, alors, je sais pas ce qu'a fait vraiment Jasmine avant, si elle a fait zéro sport ou zéro sport pas mal de combat. Pas mal de sport. Mais tu vois, Santos, elle faisait du triathlon. Ça nage, ça pédale, ça court. Donc, c'est une athlète vraiment de haut niveau. Mais elle a commencé très tard aussi, à 24 ans. Donc là, je me suis focus sur les filles. Ils m'ont dit, ouais, mais alors c'est possible que chez les filles? Non. Je pense que à 93 et en poids lourd, c'est aussi possible aujourd'hui. Et je suis venu avec quelques exemples parce que ce sont des catés où techniquement, en fait, l'entonnoir se rétrécit par rapport aux hommes et aux femmes dit normal. C'est-à-dire que les femmes, on sait qu'elles ont commencé ce sport très tard, globalement. Déjà, chez les hommes, c'est arrivé dans les années 90, hein, si tu regardes un petit peu. Et vraiment, ça s'est professionnalisé dans les 2010, peut-être un peu avant. Et les filles, c'est encore 10 ans après. Donc, bien sûr qu'en fille, aujourd'hui, c'est plus facile d'arriver. Si tu es un peu sportive et tu as de la compréhension de ton corps dans l'espace, tu peux arriver avec beaucoup de détermination et y arriver très vite. Et pareil chez les garçons, sur les hommes de plus de 100 kilos, c'est-à-dire que le poids moyen 100 kilos, c'est les 93 et les plus de 100, c'est les poids lourds. Je pense qu'aujourd'hui, c'est encore possible. Pour combien d'années? Je sais pas, parce que le MMA prend beaucoup, beaucoup d'ampleur, ça commence de plus en plus jeune. Et je pense que chez les poids lourds, il y a un autre exemple, c'est le succès qu'ils ont dans d'autres sports. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu fais 100 kilos et plus de 2 mètres, il y a d'autres sports, comme le football américain, comme le basket, où ils ont construit des écoles en Afrique et tout. Donc, ça oriente une très grande partie de cette population de géants, d'athlètes. Voilà, il y a encore ce petit handicap en MMA. Même si on démarre tôt, aujourd'hui, c'est pas les sports qui permettent de gagner le plus d'argent et dont la formation est la plus facile. On va parler de plein d'exemples de gens qui sont arrivés sur le tard et qui ont réussi dans ce milieu-là. Mais je vais commencer par la question globale. Qu'est-ce qui explique ça? C'est facile de devenir champion en MMA? Je suis provoquant là, hein. Non, tu me connais. Je pense que c'est bien parce que ça prend la suite de ce que je t'ai dit. Dans les catés que je viens d'énumérer précédemment, il y a moins de monde. Donc c'est le monde qui fait que tu y arrives vite. Okay. Demain matin, tu me sors le même exemple, mais à 70 ou à 66, je te dis, bon, ok, c'est un génie. Mais aujourd'hui, il y en a peu. J'en ai cherché, hein. Non, je suis assez d'accord. Tu as des exemples chez les filles, tu as des exemples chez les costauds. Mais au milieu, il n'y a rien. Il y a très peu d'exemples, voire aucun. Non, on est d'accord. Et les exemples qu'on va trouver sont dans ces catégories. Ouais. Par exemple, on peut prendre un exemple très connu chez nous et très connu mondialement, Francis Ngannou. Francis Ngannou qui commence sur le tard. Alors, il a fait un peu de boxe au Cameroun jeune, mais on n'est pas dans de la boxe structurée ou dans des clubs où tu as accès à des vrais équipements pour t'entraîner. Il a ensuite, on connaît tous l'histoire, traversé la Méditerranée, venu habiter dans un parking en France. Fernand Lopez, finalement, le récupère dans sa salle dans le 12e, le MMA Factory. Et on sait l'histoire. Francis vient faire de la boxe. Et Fernand, malin, ne l'oriente pas vers la boxe, mais lui dit, par contre, t'as un avenir à faire dans le MMA. Je vais être clair, Aldric. Jamais de la vie, à l'âge où il commence, c'est 23 ou 24 ans, quelque chose comme ça, Francis. 24. Jamais de la vie, il peut faire quelque chose en boxe. Ah, mais là, le conseil de Fernand, il vaut des millions d'euros. Tu vois, c'est évidemment impossible. Tu n'arriveras pas. Si ce mec-là avait commencé la boxe polo, malgré la patate qu'il avait, jamais au bout de ce parcours-là, il affronte Fury et Joshua.
En faisant du MMA, non seulement il devient champion du monde de MMA, dans la plus grande organisation de la planète, mais ensuite il affronte Fury, puis Joshua dans un ring de boxe parce qu'il l'a mérité populairement. C'est ça. C'est le meilleur choix possible que pouvait faire Fernand, on est d'accord. Ouais, et Par tu rapport vois, aux deux disciplines, mais tu vois ce que je veux évidemment, dire. il fallait commencer par le MMA parce que c'est là qu'il pouvait devenir une star et construire une légende et bifurquer sur la boxe après. Ça, c'est évident. Parce que c'est des milieux qui sont très restreints, la boxe, quand même, on le sait. C'est pas comme le tennis, mais quand même. Je veux dire, pour arriver en boxe, il faut un parcours amateur, il faut un promoteur qui investit sur toi parce que c'est toute la différence avec l'UFC. Aujourd'hui, les promoteurs, ils mettent leur argent en jeu. Donc, ils le font avec des sécurités. Et la sécurité, ça peut être un palmarès amateur, un coach qu'ils connaissent. Donc, quand tu arrives et que tu es inconnu complet dans ce milieu, c'est très difficile d'avoir des garanties qu'un mec mette de l'argent sur ton nom. Ça permet d'ouvrir la discussion plus globalement parce qu'elle est basée non seulement sur Jasmine, dont je parlais tout à l'heure, l'info que j'ai vu passer cette semaine, mais sur Demetrius Johnson, des plus grandes stars de l'histoire du MMA et de l'UFC. C'est un champion des moins de 57 kilos, 11 défenses de titre. Enfin voilà, un des plus grandes légendes de ce sport, tout simplement, et qui disait, deux points, ouvrez les guillemets, parce que là, c'est important de citer l'auteur, août 2023, le MMA est le sport de combat le plus facile pour devenir champion. Quand tu fais de la boxe, chaque personne que tu affrontes va être un bon boxeur. Quand tu combats en MMA, tu croises des gens avec des trous significatifs dans leur jeu. Je te termine toute la décla, comme ça on discute derrière. Prenez Alex Pereira. Il est à 6-1 et il devient champion du monde à l'UFC, en MMA. Tu n'as aucune expérience en lutte et tu arrives à devenir champion du monde. Regardez Brock Lesnar. Il est devenu champion du monde alors qu'il avait aucune expérience sur le jeu debout. Et il conclut, c'est pour ça que je pense que le MMA est le sport de combat le plus facile. Tu peux avoir des grosses failles dans ton jeu et le faire quand même en boxe. C'est impossible. Pour devenir champion du monde de boxe, tu dois obligatoirement être un bon boxeur complet. Il a tort? Il a raison, DJ? Alors, je pense qu'en boxe, il y a quand même quelques contre-exemples. Même si je ne vais pas m'aventurer sur ce chemin parce que souvent on dit ouais, Deontay Wilder c'est un bourrin, mais il a quand même une carrière amateur Médaillé olympique. Et médaille olympique. Ouais. Donc il faut quand même remettre l'église au milieu du village quand même. Mais je pense qu'en tout cas le MMA, de par ses chemins de victoire, aujourd'hui tu te rends compte, c'est toujours pareil, hein, je te renvoie à la catégorie. Même si Pereira, il l'a fait à 84 parce qu'on avait envie de faire un combat de prestige avec Adesanya. Ça n'existe pas, le Pereira champion à l'UFC au bout de 8 combats, s'il n'y a pas Adesanya? Ben, c'est surtout Moi, j'y crois pas. J'y crois pas. À 84, il y avait quand même... T'as des mecs... Et tiens, c'est bien qu'on parle de ça parce qu'on peut faire un parallèle direct. Adesanya Pereira, il prend un Dolidze. Pas sûr que ça passe. Non. Whittaker? Tu vois, c'est des mecs qui ont une grosse lutte, qui auraient pu s'en servir à cette époque. Et c'est bien. Par contre, tu lui donnes Sean Strickland qui avance comme un débilos pour dire les choses et qui se prend son gros crochet. Mais après, regarde, il a eu ses passes droits à 84, mais à 93, il a confirmé. Parce que le niveau athlétique, le niveau technique est globalement moindre. D'ailleurs, à mon avis. DJ cite Alex Pereira et Brock Lesnar, qui venait chez les lourds, on rappelle, fin des années 2000, qui prend le titre, malgré ses grosses failles là-dedans. Je suis assez d'accord avec vous, en fait. C'est que ça va avec les morphotypes. C'est ça. Mais c'est quelque chose, en effet, tu ne peux pas devenir champion du monde de boxe si t'es pas un boxeur complet. Comment tu vois l'évolution de notre sport et du MMA par rapport à ça? C'est-à-dire qu'on sait que c'est devenu à la base, c'est la création de l'UFC, c'est ça. Et si on oppose deux arts martiaux, qui gagne entre le boxeur qui a qu'un seul gant et le lutteur ou le jujitsuka en kimono en gi direct. Est-ce qu'il y a une évolution vers moins de ça? Bien sûr. C'est-à-dire que pour toi, on est quasiment sur la fin de ces trucs-là et qu'en fait, tu pourras pas devenir, contrairement à ce que dit DJ, dans quelques années, tu pourras plus devenir champion de MMA si t'as pas un jeu quand même globalement complet. Évidemment, et tu continues à le voir. Regarde, on sait qu'on va faire une émission spéciale sur la MMA League dans pas longtemps. Voilà, point, les championnats de France, la MMA League, ça te laisse encore à penser du niveau technique. Alors, on a encore des trous. Il faut être honnête, justement sur les filles et sur les poids lourds. Mais ça, c'est le morphotype qui est comme ça. Et en fait, les filles, elles sont là, 2025 pour nous, c'est 2010 chez les filles. Et en 2010, quand tu regardes le MMA, il était quand même moins complet, le MMA masculin. N'en déplaise à nos vidéos du Pride de 2004, 2005, 2006, c'était quand même moins complet, Alex, faut le dire. Même si un joli cadre derrière du Pride, c'était quand même moins complet. C'est évident. Donc, sur la population normale, les hommes de 66, 70, 77 kilos, je pense que c'est terminé. Aujourd'hui, tu as des mecs qui démarrent par le MMA et tu en as déjà. Aujourd'hui, tu prends des mecs qui brillent, des Axel Sola et plein de mecs qui viennent de l'amateur, ils ont démarré par le MMA. Ils n'ont même pas de background, en fait. C'est des combattantes de MMA. Saladin Parnasse, ouais. Axel Sola, même Paul Denis Navarro, il vient d'aucun sport, il vient du MMA. Je veux dire, aujourd'hui, c'est des mecs qui ont commencé par ça. Donc, je pense que vraiment, c'est des trucs qu'on verra de moins en moins, mais qu'on trouve... Je te parlais de Dolidze.
il a démarré à 28 ans. Il était gardien de but de football. C'est même pas une conversion de la lutte parce que Brock Lesnar, on te dit, ouais, un catcheur est devenu. Non, c'est pas un catcheur qui est devenu. C'est un Champion mec universitaire de lutte. qui avait 15 ans de lutte et qui était titré, qui était première div, qui avait un physique de fou. T'as vu sa fille, ce qu'elle est capable de faire, là, ils ont une génétique, cette famille. T'as même pas envie de discuter. Mais il est arrivé dans une catégorie où il n'y avait même pas de vrai poids lourd, parce qu'il faut tout recontextualiser. Rappelle-toi que c'était les 93 qui faisaient pas de régime. Les Randy Couture et compagnie, aujourd'hui, ces mecs-là, ils faisaient 102, 105, 103 kilos. On a fait avec nos amis d'Octogone un épisode sur Cain Velasquez. Voilà. C'est pas du tout le même morphotype que certains poids lourds que tu as C'est aujourd'hui. ça. Et beaucoup plus technique, beaucoup plus fin d'ailleurs. Et ça, ils arrivaient avec ce physique-là, et l'autre, il est arrivé avec sa lutte, il a monté tout le monde en l'air, parce qu'il lui, il cutait déjà à l'époque. Je crois que c'était le premier, quasiment poids lourd, qui cutait pour faire le poids. Et est arrivé avec ce physique et cette lutte, et effectivement, on discutera pas de sa pharmacopée, mais ça, c'est l'objet ça fera pas l'objet d'un autre épisode. Mais clairement, voilà. Brock debout, il avait des failles énormes. Et Mais d'ailleurs, sauf qu'il restait pas debout. D'ailleurs, il aimait pas prendre de coups. Ça se voit, dès qu'il a pris des coups, c'est ça qui t'a fait montrer que ce serait jamais un grand combattant de MMA parce qu'il aime pas ça. Et rien contre ça, mais vraiment, il supportait pas de prendre des coups. Mais il avait la capacité, face à cette génération de lourds, d'aller jusqu'au bout, rien que sur ses propres qualités. C'est ça. Et je trouve même que, tu vois, sur l'analyse qu'a DJ, je trouve qu'il est un peu sévère. C'est-à-dire que Pereira, ok. C'est bien sûr que c'est son kickboxing qui fait ça, et c'est son crochet gauche qui font les grosses différences. Mais il a un jeu à côté. C'est-à-dire qu'on peut pas dire qu'un Pereira, tu vois, est que unidimensionnel avec le kick. Il affronte Jan Blachowicz. Tu peux penser ce que tu veux du combat. Il fait des progrès au sol, je trouve. Voilà. Vraiment. Alors oui, on n'est pas sur les vrais. Plus je trouve que c'est des débats qui sont très alimentés dans le MMA parce que je sais pas si tu seras d'accord, mais dans le MMA, on distribue trop de ceintures par-ci par-là. Les mecs ont fini leur combat, ceinture marron, ceinture noire de JJB. Tu sais même pas si c'est vraiment mérité, si c'est des vraies ceintures. Mais tu vois, on peut pas dire que Pereira est que unidimensionnel. Bien sûr qu'il en a une qualité qui est bien supérieure à l'autre, mais en fait, c'est un mec quand même qui a développé une technique de défense, qui a développé un peu de lutte, tu vois. C'est moins simple que ce que semble dire DJ, en fait. Non, je pense qu'il a vulgarisé quand même la déclaration, mais il y a du vrai. Parce que regarde, on parlait de Dolidze, je te redonne encore un exemple tout bête, et tu parlais de Francis. Cyril, il a commencé tard quand même. Sur le tard. Même les sports de combat, en général. Il a fait il le dit lui-même, je cite ses mots, il a fait quasiment que du sport co dans sa jeunesse. Donc, est-ce que, malgré le physique prodigieux de Cyril Gane, il aurait pu le faire s'il faisait 70 kilos? Ben, j'ai un petit doute. J'ai un petit doute parce que c'est très compliqué quand même d'arriver dans ces catés-là et de performer alors que tu as des mecs qui arrivent avec des gros backgrounds et qui ont commencé les sports de combat depuis tout petit, tu vois. Donc, et en vrai, par exemple, sa faille sur le jeu au sol, enfin, voilà, c'est les faits, contre John Jones, ça l'a montré aussi. En fait, ça le pénalise pas jusqu'à ce que tu montes pour le titre, quasiment, tu vois. C'est des catégories où tu arrives à aller jusqu'au bout sans que la faille que tu as, elle soit jamais exposée. Tu l'exposes jamais. Derek Lewis, son sol, je pense que toi, tu as fait quelques mois de jiu-jitsu, vous êtes pas très loin en termes de niveau. Il faut être honnête. Tu mets 6 herbies dans Derek Lewis, mais non, la connaissance technique. Donc, tu vois, je pense que, voilà, c'est encore, clairement, ce sont des KT où ça se passe debout, où c'est quand même dur de faire tomber parce que les mecs sont costauds, lourds, et qu'il y a peu de lutteurs aussi, disons-le clairement. La lutte aujourd'hui, même à très haut niveau, en olympique et tout, il y a quand même moins d'engagés en poids lourd. C'est un fait. Il suffit de regarder les inscriptions. Donc, c'est comme ça. L'être humain, aujourd'hui, il fait dans sa majorité entre 70 et 85 kilos. Et au-dessus, c'est plus rare. Et donc, ce qui est plus rare, au niveau... Et aussi, je te dis, cette captation de ces hommes forts. C'est-à-dire que on sait que la NBA, aujourd'hui, ils investissent beaucoup sur l'Afrique. Et aujourd'hui, même en Europe de l'Est, quand tu es grand, tu fais du basket. Ouais. Aux États-Unis, tu fais du football américain et du basket. Tu vois, donc, c'est comme ça que c'est fait. Et hormis au Japon, mais il y a pareil, sur leur morphotype, il y a peu de poids lourds. Là, tu fais du judo quand tu es japonais et costaud, mais il n'y en a pas beaucoup. Sumo. Ou du sumo, tu vois. Donc, aujourd'hui, l'Afrique, c'est le continent le plus émergent. Et ces athlètes forts de plus de 100 kilos, ils font du basket. Parce qu'il y a la NBA qui a énormément investi là-bas. Ah, mais t'as raison. C'est un super débat à ouvrir, ça. Si t'es américain, que tu fais 2 mètres 120 kilos aujourd'hui, le MMA, c'est pas ta priorité. Non. La NFL, oui. la NBA. Tu vas gagner de l'argent dès l'université. Il y a d'autres choses pour aller gagner de l'argent. Et puis surtout, aujourd'hui, on sait qu'aux États-Unis, ils ont un système. On n'est pas là pour faire de la politique. On aime ou on n'aime pas. Tes études sont payées. C'est pas le même truc en France. T'es boursier pour le sport. Si t'es pas boursier, ça te coûte entre 15 et 25 000 $ l'année. Donc t'as des mecs qui sont pas doués en rien, ils travaillent à McDo. Tu vois, en plus de l'or, je crois qu'aux États-Unis, c'est 28 ou 30 heures de cours par semaine. Et les mecs font ça. Plus derrière, ils font 25-30 heures chez McDo.
ils ont des contrats étudiants pour financer leur année. C'est-à-dire que l'argent, ils ne le touchent même pas, ça va directement à l'université. Donc, c'est un cycle éducatif qui est différent d'une autre. Tu as un choix pour t'en sortir. Soit tu es très très fort à l'école, parce qu'il y a aussi des bourses qui sont à l'obtention de la méritocratie, soit tu fais partie d'une équipe et tes études sont payées. Donc, bien évidemment, ils sont dans des équipes. Et puis surtout, l'université aux États-Unis, il y a déjà du public. Et les mecs qui jouent au basket, ils jouent déjà devant. Ils ont des sponsors, ils ont déjà des audiences de 20 ou 30 000 personnes en affluence, plus la télé. Donc, c'est deux mondes totalement différents. Mais effectivement, on ne capte pas encore l'élite des athlètes de plus de 100 kilos. Ils vont dans d'autres sports. Est-ce que ça, parce que tu disais, il y a le pool chez les poids plus lourds où il y a moins de monde, est-ce que ça peut marcher chez les tout petits aussi? Où finalement, t'as moins de monde. Tu vois, un Henri Cerudo, il vient de la lutte olympique, il arrive. Il devient double champ à l'UFC. T'as vu, je me suis intéressé à ces profils de flyweight et je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais il y a beaucoup d'unidisciplinarité. C'est-à-dire que t'as des mecs qui viennent soit de la lutte, soit du jiu-jitsu brésilien. T'as les Japonais, par contre, qui ont commencé par le MMA. Et même si 57, c'est déjà lourd pour eux, en fait. Ouais, oui. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Tous ces mecs qui arrivent du Shuto, du Rising et autres ancêtres du Pancras, Japon, ben, à la limite, c'est des faux 57, tu vois. Ils font 57 ils cut peu. C'est pas encore dans la culture japonaise, le cut. C'est en train de s'inscrire, ils sont pas bêtes, hein, ils savent comprendre comment ça se passe. Néanmoins, les Japs, ils ont la connaissance technique parce que eux, ils ont démarré très jeunes par les arts martiaux, mais ils sont un peu à la bourre physiquement. Et 57, c'est déjà gros pour eux. C'est-à-dire que des mecs qui font, on va pas se le cacher, hein, les gros 57, ils font 68 le lendemain, 67, 68. Et du coup, c'est déjà beaucoup pour eux. Mais malgré tout, eux, ils ont démarré par ça, tu vois. Enfin, moi, pour aimer, si vous le savez, très fan de la boxe japonaise, il y en a peu qui font au-dessus de ça. Enfin, c'est très, 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 très rare, vraiment. On a eu des exemples de mecs qui n'étaient pas foncièrement au top de leur sport, même s'ils étaient à très très haut niveau, qui quand ils arrivent en MMA, ils déchirent tout. Alors, souvent dans les catégories plus hautes, t'as raison, Israël Adesanya. C'est pas loin d'être le meilleur kickboxer de la planète, il est arrivé, il s'est régné sur les moins de 84 à l'UFC. Daniel Cormier était lutteur olympique, mais il n'a jamais été champion olympique de lutte. Par contre, quand il arrive en MMA, tu te dis qu'est-ce que c'est que ce mec-là qui par rapport aux autres de la KT, c'est incroyable ce qu'il est capable de faire en lutte. Pereira, tu l'avais cité, le plus gros exemple restant, et on reste dans le fait que soit les gros, soit les catégories féminines, Ronda Rousey. Elle est vice-championne du monde et médaillée de bronze olympique, donc elle n'a jamais été la meilleure judokate au monde, même si elle était d'un très haut niveau. Elle arrive en MMA avec un armbar. Un armbar. Elle roule sur les KT féminines de l'époque. Oui, mais Est-ce que Riner pourrait rouler sur les lourds s'il venait en MMA? Ben, déjà, je te réponds sur Ronda quand même. Juste pour... Ouais, mais 10 secondes de contexte et un peu on parle de Riner parce que ça m'intéresse. Ronda, elle bat qui? Elle bat Tate, qui est une grappleuse. Holly Holm, qui est boxeuse, qui a réussi à être championne du monde de boxe anglaise. Elle la bat même pas, elle se fait battre par Holly Holm. Mais je veux dire, son environnement concurrentiel de cette époque, c'est une fille qui a fait de la boxe thaï et de l'anglaise. C'est une fille qui vient du grappling. C'est quelques filles qui viennent de la lutte. C'est ça, en vérité. Il y a peu, aussi, à cette époque-là. Gina Carano, parce que c'est ça le contexte de cette époque qui est plutôt une kickboxeuse, tu vois. Il y a peu de combattantes de MMA à cette époque. Je suis même pas sûr qu'il y en ait vraiment qui viennent du MMA pur. À la limite, celle qui a le plus de background et qui s'entraînait le plus longtemps via son mari, c'est Christiane Cyborg, qui à l'époque s'entraînait à la shoot box de Curitiba avec son mari Evangelista, qui est célèbre parce qu'il s'est fait trouer la tête par Michael Page et qui était une des légendes de l'époque de cette shoot box de Curitiba avec José Pelelandi, Daniel Acacio et compagnie. Et c'est à la limite la plus complète parce qu'à l'époque, et encore, shoot box c'était Muay Thai, tu te rappelles, c'était très connu pour ça, Brazilian Jiu-Jitsu. Il n'y avait pas énormément de lutte, il n'y avait pas énormément de... Non, mais elle était déjà dans un jeu de MMA. Dans un cadre, c'est ça. Je pense que c'était la seule. À cette époque-là, en tout cas, c'était la seule. Avec, rendons-lui hommage, Tchechenko, elle a commencé à amener un petit peu de ça à cette époque avec son gros bagage de Muay Thai, ses 17 championnats du monde et le fait elle luttait, elle était à l'aise avec l'appréhension. Mais voilà, c'est très récent tout ça. Hein. La signature de Tchechenko, c'est après 2015. Tu vois, on est loin des débuts. Ah oui, je pense que voilà, le prodige, entre guillemets, c'est Cyborg. Mais ça m'intéresse d'aller plus loin dans ce que tu viens de dire là. Si on refait un Jab Culture dans 25 ans, et qu'on regarde les combattantes féminines qui seront à l'UFC à l'époque, ou alors dans l'organisation qui aura remplacé l'UFC si ça a bougé, tu crois qu'on se dira, mais en fait, il y a 25 ans, elles étaient ridicules? Pas ridicule, mais je pense que au niveau du rire, je pense qu'il y a quelques ovnis quand même là-dedans, avec des filles qui sortent vraiment du lot. Mais je pense que le top 3, top 4 de chaque KT sera regardable, et encore pas partout.
parce que quand on parlait tout à l'heure de Messi Chasson, ben, elle est top 5 de sa KT. Mais il y a quelques individus. Allez, je vais pas parler de top de KT, il va être plus simple. Je pense que le top 10 pound for pound sera regardable. Ok. Voilà. Et tu vois, aujourd'hui, dans les MMA féminins, ça existe toujours. Hein. Kayla Harrison, elle vient, elle va être championne. Si tout va bien, ce week-end, elle est championne de l'UFC. Mais pourquoi ? Parce que je te disais, vraiment, il y a un retard constaté d'une dizaine d'années. C'est pas, j'ai pas donné un chiffre au hasard. Il y a vraiment... Et regarde, on le voit même sur les champions, sur notre côté français, et même quand tu regardes les IMAF, quand tu regardes la MMA League, chez les filles, c'est pas encore assez développé. J'espère que des filles comme Manon, comme Nora Cornol, comme Delphine Benoît, elles vont avoir envie de donner vocation à d'autres petites filles pour démarrer ça tôt. Mais pour l'instant, on est un peu à la bourre, clairement. Non, c'est intéressant. Et tu le vois chez les hommes, en fait, où tu as quand même une génération aujourd'hui de champions ou qui ont été champions ces derniers mois, où il y a ce côté vraiment très complet et ça devient des machines, tu vois, Topuria, Volkanovski, Islam Makhachev. On est sur autre chose. Même si on sait que Volka, il a démarré tard, mais il n'est pas tout jeune. Non, c'est ça. Il a démarré, je crois, à 23 ans ou 24 ans. Du rugby, mais tu vois, c'est un autre exemple, finalement. Après, pour moi, le rugby, je l'ai toujours dit, c'est un sport de combat. Ouais. Avec un ballon au milieu. Tu vois, c'est un sport de combat. Je peux citer Aspinall, même s'il a son background, puisque son père était le grand maître du jiu-jitsu en Grande-Bretagne. Mais c'est des mecs dont le profil est quand même beaucoup plus complet que ce qu'on pouvait voir à l'époque. Ouais, c'est ça. Tu commences à le voir quand même. Mais c'est peu. Dire, ce que je t'ai dit pour le top 10 pound for pound féminin, je sais même pas si c'est valable pour les hommes. En poids lourd, je te parle. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a 10 poids lourds hyper complets Non. Je suis pas sûr. Non. 6-7, je les vois, j'arrive à te les citer, mais... Ouais. Et je parle pas de l'UFC, je parle du monde entier. Ouais. Du monde entier. On est d'accord. Je sais pas si on en a 10. Hein. Non. D'élite, moi, je disais toujours 4-5 maxi. De vraie élite. Ça ouvre cette question-là globale sur laquelle on tourne autour de DJ. Je trouvais qu'elle était marrante, même d'aller plus loin. Je suis assez d'accord avec lui sur le fait que pour partir de zéro à un titre mondial, c'est sans doute le sport de combat où le chemin est le plus facile, entre guillemets. Par contre, pour défendre ces titres, là, je mets une grosse nuance. Oui. En MMA, quand tu dois te taper un grappleur, puis 4 mois après, un mec qui fait que du kick, et puis 4 mois après, un autre style, puis quelqu'un qui va faire du catch, tu vois, l'éventail des arsenals que tu peux avoir face à toi font que pour régner longtemps et défendre son titre, je trouve que c'est peut-être même plus dur encore. Ton adaptation doit être folle. Déjà, c'est impossible. Et regarde, je te contourne cette question par une autre question. Est-ce que on prend des mecs, ce que j'appelle les parvenus, c'est-à-dire les mecs qui ont démarré tard les sports de combat, est-ce que ces mecs-là, tu les vois quand il s'agit de parler du GOAT ou en tout cas du classement dans le top 5, tu les vois plus parce que effectivement, la gagner, c'est déjà difficile. Je suis bien passé pour remplacer, je viens d'en perdre une. Mais si derrière, tu mets 5, même 3... 4, 5 défenses de titre, ça demande une très grande adaptabilité que n'ont pas ces mecs qui sont unidimensionnels. Tu vois, aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut. Ankalaev, il est arrivé avec un chemin de victoire sur Pereira. Et tu vois qu'il le sait. Je pense que s'il ne court pas après le rematch, peut-être qu'il a des problèmes perso. Non, mais c'est qu'il a vu quelque chose. Mais il a compris que c'était plus long que prévu à rentrer. Après. Et en fait, tu as raison. Tous les grands règnes et les grands champions qui ont régné longtemps, c'est que des mecs qui avaient jamais ce côté unidimensionnel. C'est ça. Alors, ils avaient au départ, mais ils ont développé un jeu. JSP, John Jones, Ousmane, José Aldo, même, Johnson, José Aldo. Tu vois, c'est que il y en a pas d'unidimensionnel dans cette liste-là. C'est ça, José Aldo, c'est une vraie ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Il est capable de mettre le kimono et il est capable de s'en servir du kimono, tu vois. Donc, moi, je vois pas. Et donc, tu vois, tu mets plus de difficultés dans des défenses de titre en MMA face à différents profils vraiment d'adversaires qui sont très compliqués à gérer parce qu'ils sont très différents, que un boxeur qui va affronter différents types de boxeurs. T'as les mecs qui vont plus des inside fighters, des mecs qui vont plus ressortir. Mais globalement, t'affrontes un boxeur. Tu vois, j'ai l'impression que l'éventail que tu dois gérer quand t'es champion de MMA, il est tellement large sur les profils que tu vas avoir en face. Alors, pour moi, il y a 2 raisons. La première, je viens de te l'évoquer, c'est le fait que quand tu as un seul chemin de victoire, ça facilite l'adaptation de tes adversaires. Et il y en a quand même un deuxième. En règle générale, et on le voit avec des Jasmine Janadavicius, avec Volka, les mecs qui arrivent sur le tard, ils performent tard. Donc, ils sont là pour faire le maximum de fric en le moins de temps possible parce que c'est le temps qui leur reste sur leur carrière. Et du coup, ça défend pas forcément parce que aussi la vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Pereira, je pense qu'il est unidimensionnel d'une certaine façon, même s'il défend bien. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il répond à toutes, je dis bien toutes, pour ceux qui le suivent sur Instagram, à toutes les sollicitations sponsors, médias qui existent, qui vont lui rapporter de l'oseille. Donc, le temps qu'il passe dans les avions
Le temps qu'il passe à être invité, ben, il n'est pas à sur le s'entraîner. tapis. Ouais, il est pas sur le tapis. Tu peux pas tout délocaliser, c'est pas vrai. Tu peux partir avec ton coach qui te fait les pattes et ton préparateur physique, mais ça reste un entraînement sommaire qui est plus là pour conserver que pour progresser. Donc, je pense que voilà, il y a vraiment 2 raisons. Les mecs qui arrivent sur le tard, ils doivent générer un maximum de fric en le moins de temps possible. Donc, ils sont là, ils prennent toutes les sollicitations possibles. Ça, corrélé au fait qu'ils sont justement, ils ont qu'un seul chemin de victoire, eh ben ça, c'est plus difficile de défendre la ceinture, voire impossible. Ça te donne ce truc-là, Ouais, en gros. c'est ce que je pense, moi, vraiment. Il y a cette difficulté-là. On n'a pas rebondi tout à l'heure, mais on avait ouvert le dossier sur Teddy Riner. Alors, est-ce que chez les poids lourds, qui est dans ces catégories-là, où le chemin est quand même beaucoup plus facile et court que dans d'autres, est-ce qu'un Riner, sur ses seules qualités de judoka, et c'est sans doute le meilleur judoka de l'histoire, il peut venir et rouler sur le MMA? je mets 2 bémols, mais sans connaître personnellement Teddy. Moi, j'aime le champion Teddy Riner, hein, et je suis fan, et bravo à ce qu'il a accompli. Maintenant, il y a 2 bémols. Il y a le poids. C'est un super lourd. Oui. Donc, quoi qu'il arrive, est-ce que Teddy Riner est capable de faire 120 kilos? Ben, je sais pas. Parce qu'aujourd'hui, surtout aujourd'hui, dans sa jeunesse, je t'aurais pas mis ce premier bémol. Là, aujourd'hui, on sait il est à 150, 145. Ouais, c'est dur. C'est compliqué déjà, tu vois, parce que la catégorie super lourd existe, mais elle n'est pas exploitée. Aujourd'hui, personne ne dépasse les 120 kilos aux États-Unis. Donc, premier bémol. Et le deuxième, qui est à mon sens le plus important, encore plus que le poids, parce qu'une diète, ça se prépare. Hein. Quand on a ses moyens, aujourd'hui, il est millionnaire. Là, moi, j'ai un gros doute sur l'adaptabilité du judo dans ce sport. C'est-à-dire que la lutte, on sait qu'elle se pratique à main nue. Il peut pas faire une rousée, quoi. C'est compliqué, tu vois. C'est compliqué. Parce que ça frappe en poids lourd quand même. Ouais. Donc, quand tu arrives à 36 balais et que tu dois prendre les coups d'un mec de 120 kilos et que t'as pas parce que Teddy Riner, je suis pas un grand amateur de judo, mais je le regarde. Il y a un gros travail de kumikata. Il te fait un accident de voiture toutes les 10 secondes. Il te tire sur le kimono et tu prends un coup du lapin. Là, il y a pas ça. Donc, est-ce qu'il va récupérer ses grippes? Est-ce qu'il va être capable de transformer ce judo? C'est possible, hein, parce que regarde, Kevin Jousset, Baysangour Shamsudinov, Virgil Haugen, t'as plein de mecs qui ont réussi à transformer ce judo, et Kevin, ça l'a amené jusqu'à l'UFC. Mais c'est compliqué. C'est plus compliqué. Est-ce qu'il est capable Les mecs de 120 kilos, ça frappe plus fort que les filles de 61 kilos, pour reprendre l'exemple de Ronda Rousey, qui, elle, avait moins à affronter ce truc-là, tu vois, ce côté, je prends des coups. Un Riner, de toute façon, la question, elle est répondue, hein, puisque lui-même l'avait déjà dit, il veut pas, il a déjà essayé même, je crois qu'il a essayé déjà un entraînement. Je crois qu'il avait dit dans un interview qu'il avait des coups, enfin, tu vois, et c'est c'est chacun son choix, et tu vois, chacun sa vision. Par contre, c'est là où moi, j'avais noté un débat sur Teddy, c'est ce qui est intéressant, pendant toute sa carrière, t'as toujours entendu ce fantasme-là, nous qui sommes en plus dans le MMA. Qu'est-ce que ça ferait si Teddy Riner venait en MMA? T'as déjà entendu l'inverse? T'as déjà vu un poids lourd de MMA ou à l'UFC et un mec te disait, si lui on l'emmène au JO en judo, il peut rouler sur les mecs. C'est absolument impossible. Tu vois? C'est là où je vois que, tu vois, le MMA a ce fantasme quand même du truc un peu plus facile. Et qu'un mec qui vient du judo, eh ben peut-être qu'en fait il va rouler sur tout le monde. C'est comme quand je parlais avec Georges il y a pas très longtemps, et lui il a eu ce fantasme vraiment. C'est-à-dire que Georges Saint-Pierre, il courait en athlétisme avec des mecs qui font des courses nationales en athlé. Il mettait les gants avec des boxeurs pros. Ça lui arrivait de mettre les gants avec Beterbiev, il faisait venir des boxeurs pros. Et il luttait avec des mecs. Là où j'avais la chance, j'ai pu envoyer Axel, Virgile et Iliane. Ils sont allés lutter au Centre olympique de Montréal. D'accord? Et quand même, il y en a quand même qui disent secrètement que Georges aurait pu faire quelque chose en lutte. Mais bon, ça reste très difficile parce que ce sont des sports extrêmement élitistes, et dans cette catégorie de poids de Georges, ça aurait été extrêmement compliqué c'est vraiment dur. Aujourd'hui, des mecs sont capables... des mecs du Caucase qui font ça depuis qu'ils ont 4 ans, quoi. Exactement, c'est compliqué d'aller les chercher. Et un combattant de MMA, si déjà il arrive à avoir une discipline dans laquelle il côtoie le niveau mondial, c'est déjà super bien. Mais c'est compliqué d'avoir les trois, quoi. Mais tu vois, le fantasme va que dans un sens par rapport à ça. C'est normal, en fait. C'est tout à fait logique. Moi, je mets des bélots parce que ça m'a amusé, ce débat-là. Et tu sais qu'ici, dans Jab Life, et moi, personnellement, je fais souvent les comparaisons boxe et MMA parce que c'est mes 2 sports de passion. Tu vois, quand on dit le MMA est plus facile. Alors, la boxe, d'un côté, peut être plus facile. Il y a 150 fédérations et 9000 catégories de poids. Donc, pour devenir champion du monde, en vrai... Ouais, mais pour faire de l'argent, il y en a que 3. Voilà, t'as différents chemins un peu plus faciles. Les 4 en mettant l'IBF. Ça va être... t'as des chemins qui peuvent un peu aller plus facilement. Après, tu peux, à la Christian Mbili, faire toute une carrière sans jamais perdre en boxe, mais pas avoir ta chance parce que t'es pas avec le bon promoteur, t'as pas la bonne économie derrière, t'es pas assez populaire. Si t'arrives à l'UFC, je te parle, bien sûr, faut y arriver, hein, faut monter sa valeur avant. Si t'arrives à l'UFC et que tu bats les mecs un par un,
il y a un jour ou l'autre où tu auras ta chance. Ouais, tu l'as, c'est sûr. On Tu en parlait l'auras. dans une autre. Entre 7 et 9 combats à gagner, Tu c'est l'auras. ça le bail. T'as beau être d'un pays totalement inconnu qui a même pas de droit à l'UFC, tu l'auras ta chance. Donc, Mais il faut dans- en taper entre 7 et 9. C'est Donc pas facile quand ouais, même. donc dans ce côté, tu vois, tu as des arguments pour des deux côtés, mais ce chemin-là, il est pas certain en fait dans un sport comme Non, la je boxe. suis d'accord. Il est beaucoup plus certain dans d'autres sports Parce de combat que qu'on des en tournois. boxe anglaise, il faut trouver un privé qui met de l'argent sur toi. C'est surtout en construction de carrière. Si t'as pas été champion olympique ou classé olympiquement, et en fait, ça démarre toujours par ça. Il faut trouver un mec qui va poser, au départ, c'est peut-être que 10 000, mais qui va poser de l'argent pour organiser ton gala, faire venir ton adversaire. Tu vois, la résultante, elle est vraiment beaucoup plus compliquée en boxe. C'est plus compliqué, vraiment. Et à la fois, quand on prenait des sports comme le judo ou la lutte, dont tu parlais là, ça m'a fait sourire de me dire, c'est des tournois. Si t'es champion olympique de judo, t'es le meilleur de ta catégorie. Tout le monde a participé à ce tournoi. Il y a eu des sélections avant, des tournois de sélection, mais tout le monde a été dans ce bracket, et à la fin, c'est le meilleur qui sort. Aujourd'hui, tu peux affirmer que John Jones, c'est le meilleur poids lourd du monde parce qu'il a la ceinture UFC, alors que dans la tête des gens, c'est le champion UFC, c'est le champion du monde, tu le sais mieux que moi. C'est lui qui représente le MMA. Mais quand tu sais qu'il y a Francis de l'autre côté, c'est dur de dire qu'un C'est mec ça. est le meilleur de la Et planète. encore, en moi, fait. j'ai trouvé que l'UFC s'est amélioré là-dessus. Moi, je me rappelle déjà, c'était même pas Georges Saint-Pierre, j'avais eu ce débat. Pour ceux qui savent pas, je suis parti m'entraîner 1 an, moi, chez Mathieu, même un peu plus d'1 an. Et à l'époque, quand ils discutaient, qu'ils se charriaient un peu entre eux, c'était Mathieu, le champion de l'UFC, il disait non, t'es pas le champion du monde, t'es le champion d'Amérique. Parce que déjà, à cette époque-là, t'avais des champions du monde de sambo, t'avais très peu de Russes à l'UFC. Je crois qu'à cette époque-là, t'as Matushenko à l'UFC encore. Khabib n'est même pas là quand il y a ce règne de Matthews. Donc aujourd'hui, c'est plus le cas. On sait qu'il y a pas mal de russophones, ils sont là les champions du monde de sambo, les Islam Makhachev et compagnie. Donc déjà, ils se sont ouverts un petit peu. Déjà aujourd'hui, quand tu es champion de l'UFC, à quelques catégories près, et on y vient après, tu vois, 57, maintenant que les Japonais arrivent, je pense qu'aujourd'hui, Pantoja, on peut dire que c'est le numéro 1 mondial. Ouais. Tu vois. Et en poids lourd, effectivement, par contre, tu auras toujours l'ombre de Francis qui va régner là-dessus, parce que Ryan Bader, il compte plus. Mais Francis, il compte encore. Mais c'est une caté intéressante pour ça, parce qu'il y a eu l'ombre de Fedor pendant des années. C'est ça. Tu vois. Donc il y a eu, en poids lourd, on a souvent eu Même l'ombre si derrière. Fedor, sa défaite, moi je trouve que la défaite qui fait le plus de mal à la Legacy de Fedor, c'est Verdum. C'est mon avis, hein, et je parle de ça, moi je suis fan, hein, vraiment, de Parce qu'en plus, Emelianenko. il est champion des lourds de l'UFC après. Verdum. C'est ça, tu vois. Oui, bien sûr. Donc je pense que c'est vraiment... Mais pareil, on faisait un parallèle, on parlait de Tyson en début d'émission, bah, c'est un peu la même chose. En fait, c'est même pas un 93, pour moi, Fedor, c'est un 84, parce qu'il était quand même assez gras, même qu'il a des bras de bûcheron, sans faire une centaine de kilos un peu gras. Et heureusement qu'il avait son talent qu'il avait, parce que sinon c'est compliqué. Aujourd'hui, de prendre un mec de 120 kilos qui cut, t'imagines la différence de puissance, elle est phénoménale. Et Verdum, c'était déjà ces nouveaux prototypes de poids lourds quand même, tu vois. C'est déjà un vrai poids lourd, costaud, en plus qui commençait à être aguerri à la boxe avec la shoot et boxe, qui a vraiment fait des progrès. Lui aussi, il est arrivé complètement unilatéral, c'est-à-dire qu'il est arrivé, il faisait du jiu-jitsu. Il était champion du monde de jiu-jitsu, et c'est la vraie star d'ailleurs. Avant lui, on parlait de Minotaur. Minotaur, il n'avait jamais été champion du monde. Je crois qu'il avait fait un titre en violette, tu vois, qui est déjà pas mal. Mais Verdum, c'est le premier champion du monde de Jiu-Jitsu qui est arrivé, et en plus, il s'est épanoui. C'était pas ridicule ce qu'il faisait à la fin en boxe quand il était chez Shoot et Boxe, tu vois. Et c'est là où je voulais t'ouvrir le débat aussi sur une autre question provocatrice. Au très haut niveau, gagner un combat de MMA, donc dans le très haut niveau à l'UFC ou ailleurs, est-ce que c'est pas plus simple que gagner un très haut combat de judo à haut niveau, un très bon combat de boxe à haut niveau, un très bon combat de Muay Thai à haut niveau, parce que là, le niveau de détail dans ces disciplines-là, c'est vraiment, ça se joue à ça. Au MMA, des fois, t'as une petite ouverture qui va se passer. Et Grasso contre Shevchenko. J'ai aucun doute que Shevchenko est largement au-dessus de Alexa Grasso. Largement. Une erreur que Shevchenko fait jamais, ça se termine, elle est dans le dos, elle est championne du monde. Pour moi, ça n'arrive pas dans les autres sports que je t'ai cités. Mais ça peut pas, parce beaucoup plus rarement. Les mecs font ça depuis qu'ils sont petits. En MMA, tu peux prendre un très bon combattant de MMA, surtout dans les KT qu'on avait énumérés, ils peuvent avoir des gros points faibles, des énormes lacunes. Je te dis, je pense qu'on peut encore la retrouver sur YouTube, la vidéo. Lewis, il a fait une ceinture intérimaire contre Cyril, tu le vois en grappling, c'est dur à regarder, tu vois. Il a même fait la ceinture normale contre DC. Tes yeux, ils pleurent quand tu vois, vraiment, quand tu vois Lewis en train de grappler, tes yeux, ils pleurent, Alex. Je te jure que c'est vrai, c'est dur à regarder. Et quand on ouvre des KT du milieu, où t'as raison, c'est moins le cas aujourd'hui, en plus, encore plus aujourd'hui avec l'évolution du sport. Et en vrai, on a tous dit, et c'est vrai qu'il n'était pas ridicule, notamment sur la fin, Khabib, debout, il savait se défendre, tu vois, à peu près. Il a même mis down McGregor, pour le coup. Mais on peut pas dire que c'était un boxeur de malade, non plus. Alors, par contre, il a dominé.
Sur En sa fait- seule qualité, tellement elle est forte, il a réussi à dominer Il faut toute quand une même. caté. Moi, je suis un peu un défenseur surtout vers la fin, hein, du stand-up de Khabib parce que l'école russe. Alors, ce qu'il y a de plus beau, c'est Fedor. Mais ils ont des crochets un peu bizarres quand même, tu vois. Même Fedor, c'était pas hyper académique, tu en Non, conviendras. Et en fait, ça, c'est l'école du sambo. C'est-à-dire que, de par les règles, de par le fait qu'ils ont les coups de tête autorisés, ils ont aménagé un petit peu des mouvements qui leur sont propres. Ces fameux, alors on peut appeler, il y en a qui disent des swings, il y en a qui disent des overhand, Ouais, t'as raison. il y en a qui disent des crosses. Ils tu vois. boxent comme ils ont appris à boxer. C'est ça. Et en fait, Khabib, à partir du moment où il y a des feintes de takedown et qu'il y a des changements de niveau, elle est dangereuse cette boxe. C'est sûr qu'en boxe anglaise, elle passe pas. Mais Khabib, il avait. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il donne McGregor. Il fait un changement de niveau. Ouais, bien L'autre, il sûr. croit au takedown, il baisse les mains et il y a le cross qui arrive Et par-dessus. t'avais tu tellement vois. peur de ces C'est ça. takedowns à lui qu'à la fin, Et c'est ça. tu t'ouvres à ça. Et moi, je trouve que c'était pas beau à voir pour notre œil, mais c'est toujours pareil. Nous, on te parle de boxe c'est anglaise, efficace, de noblard, on a envie de regarder ça. On aime voir on aime voir des mouvements où ça rentre dans un tuyau devant en boxe, les coudes sont alignés aux épaules avec les poignets. Tu sais, c'est ce qu'on appelle le noblard, quoi. Tu vois un Sissoko boxer, tu dis waouh. Et notre œil, il a envie de voir ça. Mais cette école russe, il faut pas la sous-estimer parce que les meilleurs strikers des premières années du MMA, Fedor, Vov Shangshin, ils venaient tous de ça. Et ils prenaient l'avantage sur tout le monde debout, tu vois. Donc, c'est pas très beau pour notre œil à nous, mais ça veut pas dire que c'est pas efficace. Mais tu vois, un Makhachev vient du sambo aussi. Ouais, Moi, mais t'as vu comment il s'entraîne depuis des années en Muay C'est Thai, sûr. en Jiu-Jitsu. Lui, c'est un peu il a eu une évolution le là-dessus. moderne. Mais justement, moi je vais te dire, la version moderne de Makhachev, est-ce que tu crois qu'il règne autant s'il n'a pas ce jeu plus moderne? C'est-à-dire que si c'est Khabib, exactement, s'il a le même jeu que Khabib, est-ce qu'il n'a pas plus de mal à régner aujourd'hui? Je sais pas. Est-ce qu'il n'a pas plus de mal contre un Charles, contre d'autres? En fait, Khabib. C'est une question, hein, j'ai même pas de réponse là, moi. Déjà, moi, Khabib, pour moi, c'est le GOAT. Même s'il n'a pas défendu, je trouve que même si on le voit sur sa perception du sport aujourd'hui en tant qu'entraîneur, la réussite qu'il a. Et moi, pour moi, vraiment, c'est le GOAT. Après, il n'a pas fait assez de défense de titre et il n'a pas pris assez de grands noms pour qu'on puisse vraiment développer ça. Promesse à son père, pas promesse. Ça, ça le regarde lui. Maintenant, dans la gestion du MMA, de la distance et tout, je lisais un truc de Baïsango il n'y a pas très longtemps qui parlait de son dernier combat et qui dit j'ai pris 0 risque. C'est ce que faisait. En fait, Islam, la seule défaite qu'il a pour le moment, il s'est fait mettre KO. Ça ne pouvait pas arriver à Khabib, qui gérait la distance de tellement loin que tu ne peux pas le contrer, tu vois. Si le mec il met des feintes, il part de loin et il travaille de cette façon-là, les risques ils sont minimes, tu vois. Et il y a que Gleison Thibault qui a failli l'accrocher et avec des juges abrutis. Comme on a plein, hein. Gleison Thibault avec les juges de Jason Poney, il bat Khabib. Hein. Petite dédicace à Jason, mais voilà. Khabib, il prenait 0 risque et malgré tout, il arrivait à finir des combats parce que aussi il avait un niveau de grappling stratosphérique. Ces Dagestanais, je pense que Khabib ou pas, tu peux plus le refaire. Et je te jure, je vais te dire un nom. Ça veut pas dire que c'est la seule personne qui lutte en secret contre le Daghestan, hein, c'est pas ça. Mais Greg Jones, ce qu'il est en train de construire, son système on pourrait pas dire anti-Daghestan parce que c'est la plupart des mecs de l'Est, les Tadjiks et tout, ils ont ce jeu-là. C'est ce qu'il dit. Hein. Craig, il le dit direct. J'ai créé un truc contre ces mecs-là. Oui, mais voilà, c'est ces mecs-là. C'est les Dagestanais, les Tchétchènes, les Tadjiks, tu vois, tous ces pays-là, les Kirghizes aujourd'hui, tous les mecs qui ont une influence sambo Europe de l'Est, ils ont ce jeu, et tu le vois aux IMAF, où ils privilégient vraiment le contrôle et la frappe au sol. La frappe au sol. Qu'il y ait une conséquence au contrôle. C'est pas le lay and pray américain ou la position. La frappe au sol. Et qu'il y ait une conséquence au contrôle. Et le contre de ça, c'est le scramble, les leg locks. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, leur position, elle repose sur des contrôles, notamment en croix et à 4 pattes. Et ce jeu de Greg Jones qui est capable de générer des scrambles et d'attaquer la jambe si ça traîne, c'est le contre parfait. Il demande beaucoup de technique, beaucoup de répétitions et du savoir-faire. Mais il existe. Il y a vraiment, il existe. Et moi, tu sais, je l'avais eu dans le Fighter Club à l'époque, Greg Jones, on en avait parlé. Et il nous vendait, c'est marrant parce qu'on va faire un parallèle avec un mec dont on parlait tout à l'heure. Il disait, le premier point technique que je dis aux mecs pour battre ces mecs-là, il est pas technique. C'est arrêter de penser que c'est des invincibles. Arrêter de les voir comme plus grands. Que tu peux pas les lutter. Il prenait l'exemple de Tyson où les mecs arrivent. C'est vrai que Tyson Prime, quand il devient champion du monde, les mecs arrivent, ils sont déjà battus. Évidemment. Ils sont déjà battus dans la tête parce que je sais plus c'est peut-être Holmes, je sais plus qui racontait que dans le vestiaire, il entendait Tyson taper sur le mur et que avant même de rentrer sur le ring, il est tétanisé le bonhomme. Et tu vois, sa première truc technique, c'était pas de la technique, c'était descendez-les du piédestal ces mecs-là. Je suis assez d'accord. Et soyez à leur niveau et dites-vous, je peux les concurrencer.
On va ouvrir parce que Demetrius Johnson, il avait ouvert un débat là-dessus plus large et qui nous intéresse puisqu'on parle de ces grandes catégories où on a compris depuis le début de nos débats qu'en gros, cette phrase de DJ, elle concerne beaucoup les gros ou les catégories féminines. Et lui, il dit qu'Anthony Joshua en MMA, on rappelle Anthony Joshua qui a mis KO Francis Ngannou, et quelques jours après le combat, il est sur sa chaîne YouTube et il dit « Les gars, c'est pas parce que c'était de la boxe. Donnez-moi 6 mois, laissez-moi apprendre une takedown de défense et à checker les kicks à Anthony Joshua, et je le fais, et il bat Francis Ngannou dans une cage de MMA. » Précisant bien, il précise tout de suite, Francis Ngannou n'est pas un gros kicker. C'est ça. On n'est pas sur quelqu'un qui met beaucoup de kicks. Il dit aussi, c'est une formule marrante, il dit c'est pas les kicks de Edson Barboza. Tu vois. Il précise aussi direct, je dirais pas la même chose si Anthony Joshua doit affronter John Jones. Ou Pereira même. Voilà, parce qu'il dit, John Jones, il va venir le coincer, il va venir le clincher, il va venir le lutter, il va le mettre sur le dos. Et parce que c'est ce qu'il fait et c'est ce qu'il sait faire, John Jones. Mais contre un Ngannou, Aldric, je suis pas loin d'être d'accord avec Demetrius Johnson. Attention, Francis, il kick fort quand même. Hein. Mais je suis pas loin. Et alors, je te parle même pas. Fais-moi Anthony Joshua contre Tai Tuivasa, Derrick Lewis ou Pavlovich. Même Volkov. Je te jure qu'il les massacre. Tu lui donnes 6 mois pour apprendre des bases parce que la gestion de la distance. Mais oui, c'est un puriste, il sait vraiment bien se déplacer. Et c'est un vrai athlète. Tu vois, on parle de Joshua qui est un vrai athlète, un champion du monde de boxe. Qui sait, même à l'entraînement, ça peut aller vite, les progrès. Tiens, je dis une phrase, mais parce que on a une communauté, franchement, je la remercie. Jab Live, Jab Culture, ils sont vraiment dans l'échange, on reçoit, on va pas dire des milliers de messages, mais ça commence à en faire beaucoup. Oui, c'est plaisir. Et souvent... Sur le scoring, on a reçu des DM comme ça. C'est ça. Et souvent, il y a une phrase quand même, et pourtant, on nous envoie de la force par milliers, et je vais prendre sur un mec qui nous a mis un petit tacle, qui nous a dit « Vous avez descendu Fernand pour faire la même chose. » Alors, je vais te dire un truc, parce que je vais parler de Fernand. Quand on l'a descendu, moi j'ai toujours dit que c'était un ami. Et toi, je t'ai jamais entendu en dire du mal. Et on a même dit qu'on prenait le nom de notre émission phare du lundi en hommage, un petit peu, et en clin d'œil. Donc, on n'a jamais dit du mal. Pourquoi je vous parle de Fernand ? Parce que c'est un peu lui qui l'a inventé. On sait qu'il a eu beaucoup de succès en poids lourd. Francis, Cyril. Là, tu as vu, il nous a sorti une petite pépite qu'on voit en ce moment sur les réseaux sociaux tourner avec très Cyril, impressionnant. Qui fait peur. Hein. Fernand, il est en train de nous concocter du sale. Et il a inventé cette philosophie qui, pour moi, était plus à même de marcher en poids lourd que dans d'autres catés. C'est le fameux toucher sans être touché. Même si des mecs comme William Gomis le font très bien, c'est plus difficile dans des catégories en dessous. Donc, je pense vraiment que le toucher sans être touché pour Joshua, il est largement faisable en poids lourd et qui mettrait une rouste à plein de mecs du top 15 de cette caté. Ouais. Mais en fait, la réponse, tu me l'as donnée. La lutte, elle peut s'éviter. 1, par les déplacements, et 2, par le fait qu'il y a peu de bons lutteurs dans cette caté. Moi, je vais te le dire franchement, je l'en compte 2, moi. J'en compte 2 des lutteurs en poids lourd dans ce top 10. Pour le reste, c'est pas fou, tu vois. Mais DJ est au point de dire, quand il parle de ce fantasy match-up, il dit Francis, il viendrait pas le lutter. C'est-à-dire qu'il a même pas, tu vois, il va fort là-dessus. Il dit, il a pas le fight IQ. Il a toujours boxé dans sa carrière. Et ce mec-là boxerait Joshua. Et Joshua le remettrait KO dans une cage. Comme il l'a mis KO dans le ring. Moi, je le trouve intelligent, Francis, hein, quand même. Hein. Attention, plus que ce que semble prétendre DJ là-dessus. Regarde Cyril, contre Cyril blessé, ce qu'il arrive à réaliser quand même. Totalement. C'est lui qui initie la lutte alors qu'on sait qu'il a un genou pété. Et là, c'est pas une excuse de cours d'école. Il s'est fait opérer derrière, tu vois. Donc, moi, je trouve... Je dis attention au fight IQ de Francis Ngannou. C'est beaucoup plus haut qu'on laisse à penser. Cela étant... Par contre, tu t'imagines très bien, par exemple, un Curtis Blade, mec. Mais je l'imagine tellement. Oui. Tu lui mettrais Joshua dans la cage à dire « Moi, je vais le boxer. Et je pense que pour les boxeurs, le plus gros problème, c'est pas le footwork. Il est supérieur aux combattants de MMA. Parce qu'en fait, le footwork, c'est... sa gestion de la distance aussi. Hein. C'est ça. Mais en fait, pourquoi ? Moi, j'essaie d'expliquer à mes gars qu'aujourd'hui, les hauts niveaux de boxe anglaise, il y a... Je pense qu'en boxe anglaise, il y a 4 à 5 heures de sac par semaine. Ça, c'est là pour la précision du geste. Et après, sur le déplacement, ce qu'on appelle le footwork, ils font aussi la même chose. C'est-à-dire que tu as 10 heures d'entraînement par semaine en anglaise qui sont sur le footwork et la précision des gestes au sac. Donc, bien évidemment, ils sont à des années-lumière du MMA. Aussi, ils ont moins de choses à bosser que nous. Bien sûr. Mais je pense que dans ta question, il y avait tout. C'est le kick le plus important. Et c'est parce qu'ils ont ce pied qui rentre légèrement vers l'intérieur pour les déplacements, les pivots et tout. Et quand même, je trouve que Francis, il est loin d'être bête et il est capable de faire un calf kick. Et avec les cuisses qu'il a, ça pourrait faire très mal. Si le débat, c'est de dire si Francis boxe, est-ce qu'il peut se faire mettre KO par Joshua, je te réponds oui tout de suite. Ils l'ont fait en boxe. Et ça n'a pas duré bien longtemps. Par contre, Francis, il fait un vrai game plan avec Nick Sick. Il se déplace, ils initient le clinch pour fatiguer Joshua et il calfe quand c'est loin.
Ça peut être un autre débat quand même. Ouais. Je connais pas la capacité de Joshua à prendre des calf kicks de Francis, tu vois. Une question, et après je te citerai Nick Sick, parce que j'ai noté une phrase, il a rebondi sur ce débat-là. Mais combien de temps, avec un spécimen athlétique comme Joshua, sportif de haut niveau, combien de temps tu lui mets à ce que sa défense de kick, sa façon de checker les kicks, soit suffisante pour qu'il reprenne l'avantage? Entre 15 et 24 mois. En 2 ans, tu formes ça. Ouais, ça se voit qu'il est hyper... Dans la gestuelle, il est hyper abouti. Oui, ça se voit, sa gestion du corps dans l'espace, elle est magnifique. Il combat comme un poids léger déjà en boxe, tu vois, dans les déplacements et tout. Je pense vraiment que c'est des mecs archi doués. Et donc Nick Sick, quand on lui parle de cette idée de DJ, dit, de ce qu'on a vu dans le combat, en boxe donc, qu'est-ce qui aurait changé si on était en MMA dans une cage? Il dit, il se serait fait endormir pareil. Par contre, si on met l'élément du changement de niveau, des kicks dans la jambe de lead, donc il dit, il faut kicker la jambe de lead pour tuer en grosse footwork de Joshua. Et ce jab aussi, surtout. Garder cette distance, couper la cage, et ensuite, et sa phrase est marrante, et ensuite, on envoie cet enfoiré au sol avec un double, et je le mets sur son dos, et là, c'est notre élément. Il dit, mais si on fait pas ça, on est mort. Oui. Il dit, je suis d'accord avec DJ, on est mort. Il faut affaiblir cette jambe avant. Le jab, il envoie des missiles. C'est un lance-roquette, son jab. En plus, il a la boxe, pour moi, la plus académique et la plus belle de cette catégorie poids lourd. Je suis désolé pour ceux qui aiment bien Usyk et tout, mais il a son jab, il est absolument magnifique quand même. Le jab de Joshua, c'est... Mais alors, tu veux dire, tu vois, en effet, un Francis, c'est quand même assez un mec intelligent. Je parle pas d'Aspinall, John Jones, c'est des combattants avec un bon fight IQ et un jeu complet. Mais il bat des top 10 direct, sans même que tu le prépares, Joshua. Tu le fous dans une cage, il explose, tu vas ça. Ouais. Moi, je pense que ça dure 30 secondes. Quelle est l'arme de Tai Tuivasa en lutte? Rien. Il y en a aucun. C'est pour ça que je te cite spécifiquement un mec comme ça. Mais ça, on est d'accord que c'est possible que parce que c'est en poids lourd, quoi. Ou en 93. Oui, je pense que des mecs comme Tuivasa, des mecs comme Lennox Lewis, Lennox Lewis, lapsus, mais non révélateur. C'est pas le même. Non, c'est pas du tout le même. Bien sûr, que Black Beast, je pense vraiment qu'il se fait monter en l'air par Joshua, c'est évident. Et on avait parlé, nous, on avait reçu Dewey Cooper aussi, l'entraîneur de Francis, et on parlait un peu en off, parce que ça se voyait sur l'écran. Pendant le combat de boxe, Francis switch un moment. Ouais. Et Joshua, c'est juste avant que Joshua l'envoie down pour la première fois. Et tu vois Joshua sourire. Et Dewey Cooper nous avait dit, on en a parlé après le combat, et Francis nous a dit, attends, quand je switch en MMA, je me fais jamais punir. Ouais, mais c'est des trucs qu'il maîtrise. Je veux dire, voilà. Et au moment où il switch en boxe, il comprend, ah merde, j'ai fait une erreur en fait. Parce que lui, il va me punir. Parce que en fait, le switch, et j'en parlais il y a pas très longtemps à mes athlètes, j'ai que ça renforce tes capacités offensives quasiment immédiatement parce que ton bras fort devient devant et que ça te laisse des angles hyper intéressants. Mais ça diminue très très nettement tes capacités défensives. Et en lutte, on peut faire une rêve très simple, grâce à Tchechenko. Elle a switché pour l'emmerder, mais elle s'est fait lutter. Et tes capacités défensives en striking et en lutte restent amoindries parce que ton œil directeur, c'est plus tout à fait le même. La jambe avec laquelle tu es à l'aise et tes mouvements de hanche, c'est plus la même. Juste, tu es plus fort offensivement. Parce que si le bras avant passe, il a fait les 3/4 du travail pour le bras arrière. Mais c'est quelque chose qui demande des années. Pour moi, ça, par contre, les mecs, ils se mettent à switcher tout de suite et tu vois une efficacité qui est quasiment immédiate. C'est-à-dire qu'en 1 mois, 2 mois de pratique, on parle pas de 20 mois là, tu arrives à dire waouh, la différence. Je fais une grosse diff sur mon striking. Ouais, mais défensivement, t'es à paillole et au niveau de la lutte, t'es à paillole. Ça, il faut quand même le comprendre. Et tu vois, Grasso, elle l'a compris trop tard parce que c'était chez les filles. Chez les garçons, regarde, le truc, c'est immédiat. Il a switché. Un mec, il a vu tout de suite que défensivement, c'était plus la même appréciation de distance à cause de l'œil directeur. Il a mis KO. Ouais. Non, mais des fois, la maîtrise du switch, elle est très à nuancer sur plein de trucs. Quand on a préparé pour le Aldric Enerbit cette semaine, le O'Malley Merab, j'ai revu le premier. O'Malley, il y a plein de fois où il switch, ça sert à rien. Du tout. Alors, moi, j'ai bien aimé le Cyril Gane John Jones. Tu vois, c'est une rêve pour moi. Même si le combat, il était très court, là, switcher, c'était très intelligent. Pour éloigner ce tunnel de lutteur et faire une faute à Jones. Moi, je suis persuadé que si on le fait 10 fois, c'est un combat beaucoup plus accroché qu'il n'y paraît. Malheureusement, on n'en aura jamais vu plus sur ce combat. Mais là où il y avait un switch qui était très intéressant, mais c'était un switch quasi permanent, tu vois, pour éloigner cette base. Mais d'ailleurs, O'Malley le fait un peu. Sur le début de combat, il switch beaucoup et que tu sens que c'est le truc. Mais il y a des fois où il le fait, tu te dis, mais pourquoi à ce moment-là? Enfin, c'est spécial. On finit avec la question globale qu'on avait au début de combat, après toute notre discussion, Aldric. Alors, le MMA, c'est le sport de combat le plus facile pour devenir champion du monde? Comment tu résumerais ça en une réponse rapide? Ouais, je pense qu'aujourd'hui, en termes de sport de combat, c'est le sport qui te permet d'être le mieux rémunéré le plus rapidement et de pouvoir accéder au très haut niveau le plus rapidement. Ça, déjà, c'est une certitude. Et tu vois,
on parle de plein de sports dans Jab Life et souvent on fait des parallèles. Moi, je fais des gros parallèles sur les sports universitaires, le basket, le football. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un des rares sports médiatisés parce que j'ai pas fait le calcul, mais aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que le MMA, c'est dans le top 10 des sports les plus médiatisés, en tout cas aux États-Unis. Et Oui, quand tu vois, t'es dedans, c'est sûr. et tu vois, quand tu vois tous ces sports où si tu commences pas jeune, t'es mort, je peux t'en citer plein, hein. Basket, tennis, football. Aujourd'hui, c'est en fait, si le gosse, il a pas démarré à 7 ans, c'est terminé. On est très loin de ça, au MMA aujourd'hui, puisque là, on parle pas de 7 ans. On a donné des exemples de 28 ans, de 24 ans, de 23 ans aujourd'hui. Donc, on est encore, c'est encore très, très accessible, le MMA, disons-le clairement. Ouais, moi, je suis assez d'accord sur ça. Globalement, je pense que c'est le sport le plus accessible rapidement. Mais de par sa complexité technique, en Oui, fait, il est c'est ça. accessible. En fait, c'est la contrebalance de son avantage. C'est-à-dire qu'il y a une telle complexité, il y a tellement de palettes techniques que tu dois avoir et d'armes différentes, C'est ça. qu'à partir du moment où tu arrives à en maîtriser une bien et à faire ton affaire des autres, tu peux glisser un chemin assez vite vers le haut. Par contre, au très haut niveau, dans les grosses KT, je pense que ça devient beaucoup plus complexe. Parce que tu vois, affronter un Islam Makhachev, c'est tellement pas simple. Enfin, vraiment. Lui, il fait vraiment ça depuis qu'il a 5 ans. Ouais, à Topuria, tu vois, ce genre de mec qui te propose tellement de choses différentes sur lesquelles ils peuvent te battre que là, la galère. Et que, ouais, dans la défense, dans installer son règne, c'est compliqué vu les différentes oppositions. Donc ça, c'est impossible. Moi, beaucoup je plus. suis persuadé que ça, c'est carrément impossible. Mais aujourd'hui, tu peux encore accéder au très haut niveau en étant unidimensionnel Ouais. dans certaines KT. Je pense que si on doit faire une phrase de notre émission, c'est celle-là. Dans certaines catégories, avec une certaine opposition, tu peux encore y arriver en étant unidimensionnel et en excellant que dans un seul chemin de victoire. Exactement. Et ça évolue, hein, ces trucs-là. Ouais. Avec le temps, où ils se forment plus vers le MMA global et ça évolue. Et en effet, Cédric Doumbé, il n'a pas fait pour l'instant une carrière exceptionnelle en MMA, mais quand il est arrivé, il est haut niveau. Il peut affronter un Baki il y a encore 1 an et demi, Baki qui est champion de la RS aujourd'hui, et être plus qu'au niveau dans la cage. L'inverse, il est dur. Hein. C'est ça. À l'âge où Cédric a fait la transi, à 33 ans, tu t'as fait que du MMA et tu te dis, tiens, je vais aller conquérir le Glory. Bon courage. Non, mais Bon courage, vu les tueurs que l'inverse, t'as il en est face. quasi impossible. Ouais. Disons-le clairement. Et pourtant, on est chez les 77, là, tu vois, on est dans une KT assez dense pour Cédric. C'est ça. Non, mais attention, Doumbé, c'est un bosseur. Hein. Moi, souvent, j'entends, ouais, tu l'aimes pas, ou ceci ou cela. Moi, je le respecte beaucoup. C'est un gros bosseur. Le travail qu'il a fait, même avec Mehdi Othman et tout, c'est un très, très gros bosseur. Et je trouve que son grappling, il était dérangeant, même pour des grappleurs comme Baki, de très haut niveau. Je veux dire, Doumbé, il faut pas le réduire qu'à un influenceur ou qu'à un mec qui veut faire du buzz. Il a fait des choix de carrière, je pense qu'il privilégie le lucratif, lui, pour mettre sa famille à l'abri. Mais quand il faisait du MMA, il l'a fait sérieusement quand même. Vraiment sérieusement. Et je pense, moi, pour finir, le dernier point que je mettrais, c'est que c'est peut-être plus facile d'un point de vue technique pour monter plus vite. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, dans le sport de combat global dans le monde, la position la plus difficile à avoir, c'est combattant UFC. Parce que tu dois gérer tellement de choses. Entre les matchmaking, on en a déjà parlé, les problèmes avec cette relation, la puissance de l'UFC, les réseaux sociaux, les fans qui sont toujours là, les conférences de presse, les matchs. Tu vois, il faut que tu aies le package global, en fait, pour garder cette carrière-là. Dans d'autres sports, c'est un peu plus simple parce que tu es un peu plus dans l'ombre. En vrai, on parlait de Teddy. Les judokas, à part une fois tous les 4 ans, ils sont quand même beaucoup dans l'ombre, tu vois. Non, puis si on doit faire un parallèle, je trouve que le MMA se rapproche du tennis là-dessus, tu vois. C'est-à-dire qu'un participant de tennis, il fait son tournoi ATP, il prend son équipe et il est payé que s'il passe quelques tours. Après, tu peux toujours avoir des cartes où on te garantit des tirages, tu vois, mais voilà. Et tu mets ton argent aussi en jeu. Et c'est le cas pour un combattant. Je veux dire, aujourd'hui, quand tu as ton staff, bah, tu fais un chèque en blanc. Les mecs, ils t'attendent que tu sois rémunéré de ton combat, mais tu vas payer ton entraîneur, tu vas payer ton masseur, tu vas payer ton sparring, tu vois. Donc là, à noter le geste de l'UFC quand même, on est mercredi, on sait que samedi, il y avait Blankfield Barber. On sait que Blankfield a été payé show Et win. plus bune. Oui. Plus bonus win, pardon. Donc, ils ont payé la totalité. C'est bien. Je pense que le geste est vraiment... Parce que c'était pas obligé. Hein, contractuellement, ils devaient payer que le show. Mais il y a des progrès là-dessus. Après, je pense que le dernier progrès, petit clin d'œil à mon ami Taylor Lapillus, c'est qu'on te paye aussi pour un camp. C'est-à-dire que là, quand c'est pas de ta faute qu'un événement est reporté... On parle de l'annulation du Paris, PFL. Ouais. Taylor, il a mis de l'argent sur son camp et je sais qu'il l'avait fait très sérieusement. Et il n'a pas été remboursé de son camp. Alors, on lui a déplacé le combat, mais en fait, déplacer le combat, c'est déplacer le problème. C'est-à-dire que tu peux pas te dire, bon, ok, j'arrête tout, je vais au cinéma et je combat au mois de juillet. Tu dois refaire un camp, reprendre qui te coûte de l'argent. Évidemment. Donc, je pense qu'on parlait d'amélioration pour notre sport. Je te parlais dans une autre émission de réciprocité, en te disant, voilà, déjà, la réciprocité entre ce qu'on te demande et ce qu'on attend de toi, elle doit être égale. Eh ben, il manque plus que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, on sait que quand tu as un combat annulé, on te trouve un adversaire
où on te paye, comme ça a été le cas de Blankfield. Maintenant, il faudrait que ce soit systématique et que les mecs, quand ils investissent sur son coin, ils aient l'assurance qu'on leur prenne en charge. Mais tu vois, la carrière globale dont je te parlais, c'est là, des fois, on se rend pas compte. Le MMA, c'est devenu un truc incroyable. Quand t'es boxeur, Bakary Samaké, il a mis quelques combats avant de rentrer vraiment dans la hype et que tous ces combats soient très, très, très suivis. Tu vois, moi, je l'ai interrogé quand il était tout jeune néo-pro. Personne lui donnait l'heure, vraiment. Bruno Suras, qu'on a reçu dans les locaux pour une interview dernièrement, il faut qu'il mette KO une star mexicaine au Mexique pour qu'il commence à exister médiatiquement et que sa vie change totalement. Des Paul Denat, des Wally Tandia aujourd'hui. Toi, t'es petit, tu vois, les Muris, les Kalim, quand ils arriveront. Tu te rends compte déjà la pression qu'ils ont ? C'est ça. Avant même d'arriver en pro, d'être déjà dans l'œil des réseaux, dans l'œil de tout le monde te suit, tu vas être sur RMC, machin. C'est dur hein, d'être un combattant de MMA aujourd'hui. Dans la globalité, pour répondre à cette question dur ou facile, c'est dur. Moi, je vais faire mon vieux schnock un peu là-dessus. Je suis content que les jeunes ils aient de l'exposition parce que ça leur permet de faire que ça. Ça, c'est l'entraîneur qui parle. Ça, c'est une excellente chose. Qu'aujourd'hui, il y ait des Paul Denat, qu'aujourd'hui, ils aient de la hype en amateur qui soit suivie et qui puissent donc du coup accéder à des sponsors, c'est bien. Mais on sait que j'avais fait un petit focus là sur Jason Poney, Ilyes Giroun qui se sont affrontés. Je dis que c'est un des plus gros combats techniques franco-français. Ah putain, mais par contre, si vous regardez des icônes amateurs jeunes comme ça, regardez aussi nos anciens qui ont fait le PFL. Ça, oui. Moi, c'est le seul truc qui me dérange, c'est ça, tu vois. Je t'en ai déjà parlé, moi, au Fighter Club. Ça me dérange beaucoup, la façon dont on met en avant aujourd'hui les amateurs qui sont à 0-0, voire avant. Mais la réalité, par contre, c'est que c'est dur pour eux. Parce que ça met de la pression. Cette pression-là, tu la prends. C'est bien aussi de donner de la lumière à ces anciens qui ont fait plein d'orgas par le passé. Mais aujourd'hui, c'est ça le sport. C'est un peu la culture de l'instant. On sait que l'avantage qu'ont ces jeunes qui arrivent sur le marché, c'est qu'ils maîtrisent mieux les réseaux sociaux émergents, comme TikTok, tout ça. Mais t'as raison, il y a une usure médiatique. Il y a une usure à cette pression. Et en fait, ce qui était bien avant, et là, je vais faire mon vieux schnock, c'est que la pression, elle montait crescendo, tu vois. Et tu commençais avant. Même à l'UFC, en prélim, t'avais pas trop de pression avant. Parce qu'il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux et tout. La salle, elle est à moitié vide. Tu vois ce que je veux te dire ? Tu arrivais à pouvoir t'épanouir. En fait, tu ne subissais cette pression, mais qui en a usé un paquet. Hein. Je parlais à Georges quand j'étais au Canada. Il me disait, je n'en peux plus en fait de ça. Et là, ils l'ont très jeune. Donc, la seule question que je mets avec une pointe d'inquiétude, c'est OK, super, ils gagnent de l'argent avec ça, mais combien de temps ils vont l'encaisser la pression ? Je suis d'accord. Parce que là, t'es parti pour 15 ans. Là, tu te rappelles, quand on a débriefé le dernier Hexacon, je t'ai dit, moi, si Paul Denat prend une défaite vite dans sa carrière pro, je lui souhaite pas. Hein, je lui souhaite qu'il continue de gagner. Je suis pas sûr que ce soit négatif pour sa carrière, au final. Parce que ça peut l'apaiser ça peut-être te fait baisser. On lui souhaite pas. Hein, non, c'est ça, on lui souhaite pas, mais ça peut te faire baisser cette pression. Mais c'est dur parce que 15 ans à prendre des coups, à user ton corps et en plus à subir cette pression psychologique, je pense que ça fait beaucoup trop. Moi, je pense vraiment que c'est trop. Après, à voir comment ils le vivront, parce que c'est une nouvelle génération, ils sont peut-être plus à l'aise là-dessus, mais j'ai un petit doute quand même. Parce que t'as raison. Je pense que c'est pas facile à gérer. Ils auront peut-être une gestion psychologique un peu autre. Bon, Aldric, on a fait le tour de la question. En tout cas, ça faisait longtemps que je voulais débattre de cette phrase de Demetrius Johnson qui s'était fait brûler à l'époque par la communauté MMA. Tout le monde lui était rentré dedans. Disrespect, ils avaient pensé, mais je pense que c'était pas le cas. Non, je pense que c'était dit plutôt de façon bienveillante. Et puis, il y a un moment, entre le Jean-Pierre sur son canapé et Demetrius Johnson, il y en a un des deux. Non, puis il a prouvé. Je veux dire, c'est un mec qui a fait... Lui, il peut se le permettre parce que déjà, c'est une légende. Ouais. Et qu'en plus, il est allé se frotter à des formats O1 avec la boxe taille. Il est allé se frotter à des formats en kimono. Je veux dire, s'il y a bien une personne qui pouvait faire cette phrase et cette étude comparative en MMA, c'est bien lui. Parce que lui est allé se battre en kimono, en kimono, en jiu-jitsu brésilien. Il a fait des formats... format striking, boxe taille, puis MMA, puis voilà, un round chacun. Donc, s'il y en a bien un qui était legit pour parler de ça, c'est bien lui. Complètement. Et en tout cas, une nouvelle discussion passionnante pour Jab Culture. Je crois que c'est le format qu'on aime bien. Ah, il est assez plaisant, ce format. Ça permet de développer. Et on continue de vous dire, les gars, toutes les idées, elles sont bonnes à prendre. Moi, j'en ai déjà noté plein que vous nous avez envoyés, mais continuez dans les commentaires, en DM, tout ce que vous voulez. Envoyez-nous des idées de thèmes et de grands débats pour Jab Culture. On se fera un grand plaisir de les partager et de prendre les plus intéressantes pour les développer avec Aldric. On se retrouve la semaine prochaine, Aldric, pour un nouveau Aldric NRB et puis un nouveau Jab Culture. J'ai pas encore le thème, mais je te ferai la surprise comme d'habitude. Salut mon Alex, à très vite. Salut à tous, on se retrouve très vite sur Jab Live comme d'habitude les gars, commentaires, like, pouce bleu, ça fait avancer le bousin et ça fait grandir la chaîne. Merci à tous et à très vite sur Jab Live. Ciao Aldric, ciao à tous.